Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui pour cet événement organisé conjointement avec le FNUF, le PFBC, la Comifac et le CAFI sur les forêts d'Afrique centrale et comment nous pouvons mobiliser la région et la communauté internationale pour préserver les forêts et la biodiversité du bassin du Congo. Nous avons donc 1h30 à passer ensemble. Sans plus tarder, je vous propose donc d'entendre les remarques introductives de nos co-hôtes. Donc nous aurons à la tribune donc, la co-facilitatrice française du PFBC, Madame Salina Grenet-Catalano. Nous aurons ensuite Madame la directrice exécutive du secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts, Madame Juliette Biao, que je remercie aussi pour sa présence. Nous aurons Madame Jenny Bates, qui est directrice générale de l'économie, du climat et des questions mondiales au ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, en sa qualité aussi de présidente du CAFI. Et enfin, nous aurons une allocution de Monsieur le commissaire à l'environnement, aux ressources naturelles, à l'agriculture et au développement rural, Monsieur Honoré Tabouna. Merci beaucoup. Je propose désormais à Madame la co-facilitatrice du PFBC, Madame Salina Grenet-Catalano, de bien vouloir me rejoindre à la tribune. Merci. Excellences, mesdames et messieurs, alors je comprends que la traduction en anglais ne fonctionne pas très bien. Comme j'avais prévu de m'exprimer en français, peut-être que mon collaborateur pourra faire un petit résumé de ce que je vais vous dire. Alors je me réjouis beaucoup de co-présider ce bel événement aux côtés de la Comifac et au nom aussi de ma collègue, l'ambassadrice Flore Kumba Pambo, qui malheureusement ne pourra pas être parmi nous ce soir parce qu'elle a eu un petit problème technique pour une raison indépendante de sa volonté. Je me réjouis aussi de faire connaissance en personne avec vous, puisque pour certains, je vous ai vu en ligne, en visioconférence. Donc c'est toujours plus agréable de mettre des noms et des visages sur, des visages sur des noms. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une conviction et une ambition. Une conviction parce que nous ne tiendrons pas nos engagements climat pris à Paris et nos engagements biodiversité pris à Montréal si nous n'accélérons pas notre action de protection des forêts tropicales. Ce sont des puits de carbone, ce sont des réserves de biodiversité exceptionnelles et nous avons donc un devoir de les protéger. Les forêts du bassin du Congo, et encore plus que l'Amazonie, je dirais, jouent un rôle majeur en matière d'atténuation. Mais, et c'est aussi le paradoxe, ces forêts peinent à mobiliser les donateurs. Notre ambition, c'est donc, et je veux le redire ici, quelle est la voix de la France, qui est forte et singulière, c'est de mettre les forêts tropicales au cœur des engagements de la COP 30, qui aura lieu à Belém dans un an. Nous avons pris des engagements concrets et substantiel à Libreville l'an dernier, en juin 2023, lors du One Forest Summit. Ces engagements et ce One Forest Summit ont permis de lancer une dynamique mondiale en faveur des forêts. Et c'est là aussi que nous avons lancé les Country Packages. À ce jour, la France porte 4 Country Packages en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République démocratique du Congo, et depuis la COP 16, biodiversité d'octobre dernier au Gabon. Au total, et à travers les Country Packages, la France a mobilisé près de 270 millions d'euros auprès de la communauté internationale pour soutenir durablement ces précieux écosystèmes. Par ailleurs, alors que le Congo Basin Pledge arrive bientôt à son terme, je souhaiterais que cette session aujourd'hui nous permette de réfléchir ensemble aux leçons que nous pouvons d'ores et déjà tirer de la première phase de ce Congo Basin Pledge et aussi de réfléchir, de nous concerter sur une nouvelle mobilisation de la communauté internationale et des acteurs régionaux pour la période qui va s'ouvrir après 2025.
Ce que je veux vous dire en introduction, c'est que vous pourrez compter sur la constance de l'engagement politique, diplomatique, financier de la France en faveur de la région et en faveur des forêts d'Afrique centrale. Je vous remercie pour ce mot introductif. Je vais laisser mon collaborateur résumer en anglais ce que je viens de vous dire et ensuite j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le panel qui va suivre. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, I hope you can hear me well. So my director just said that she's very pleased to meet you here and in person because she knows a lot of your names but haven't had the chance to meet you already. Her colleague, Mr. Pambo from Gabon, can't be here today, unfortunately. And she said that we're all here today for an ambition and a conviction. This conviction, is that we can't keep our climate and environmental goals without forest. The Congo Basin forests play a major role in keeping our engagements, especially the Paris engagement and the Montreal engagement. France wants to put forests first and at the heart of COP30. France has launched in 2023 the One Forest Summit in Libreville, a global dynamic on forest that was especially symbolized by the launch of country packages, and France supports 4 country packages, one in Papua New Guinea, one in DRC, one in Congo, and since COP16, one in Gabon. Overall, 270 million euros have been mobilized by France through these country packages. As you know, the Congo Basin Pledge is soon coming to an end in 2025 at COP30, and we need to think together about what the lessons were of this Congo Basin Pledge and what would a potential future Congo Basin Pledge look like. And she also said that you can count on the constant diplomatic, political, and financial engagement of France for forest. Thank you. And I would like now to leave the floor to Mrs. Juliette Biao, directors of the United Nations Forum for Forest. Thank you. Merci beaucoup. Je commencerai d'abord en français très rapidement. C'est d'abord un honneur d'être ici aujourd'hui pour dire ces mots d'introduction. Et je commencerai par dire que si vous remarquez bien, il y avait toujours eu des pavillons sur les ODD. Depuis 5 ans, je crois la 6e année, que le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies organisait le pavillon forêt à chaque conférence sur le climat. Ce pavillon de cette année est particulier en ce sens que nous inaugurons le pavillon forêt à l'intérieur du pavillon des ODD. Et c'est bien en ligne de ce qui transparaît ici dans le titre de cet événement, c'est pour mobiliser la communauté internationale par rapport aux finances forêts. Parce que l'importance des forêts est toujours reconnue dans tous les événements. Il est même reconnu que les forêts constituent une solution pour le climat, mais ça ne se transcrit pas vraiment, ça ne se traduit pas dans ce que nous voyons par rapport à tout ce qui va sur le climat et la place qu'on fait vraiment pour les forêts. Donc, par là, nous vous invitons pour le pavillon forêt. Il y a plus d'une dizaine de pays qui se sont inscrits, qui ont donné leur participation. Et ça serait plus en grandeur nature au Brésil l'année prochaine. Ce serait intéressant que la France aussi joigne. Ça participe aussi de cette mobilisation de la communauté internationale sur la question du climat.
L'inauguration aura lieu demain de 15h à 16h30. Nous vous invitons à venir à participer si vous pouvez. Et puis en plus, il y aura un événement de haut niveau sur les questions de finances forêt qu'on co-organise avec la présidence de la COP29. Vous y êtes aussi invités. Alors, en anglais maintenant. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the United Nations Forum on Forest, I would like to extend my appreciation to the co-organizers and partners for arranging this event focused on the critically important forest biomes of Central Africa. Je crois que ce serait inutile de revenir sur tout ce que vous avez dit sur l'importance des forêts. Et en tant que directrice du secrétariat du Forum des Nations Unies pour les forêts, je voudrais encore une fois urge Central African countries to demonstrate a stronger political commitment by creating enabling environments, including and not limited to formulation and enforcement of appropriate policies and legislation to support sustainable practices and strengthen the role of indigenous and local communities in protecting these critical biomes. Second, forest financing is critical to achieving the Global Forest Goals, and I call for stronger cooperation between the public and private sectors to secure unwavering commitment from the international community to channel additional resources toward forest conservation. And there is also an urgent need to realign global financial priorities and policies to fully support forest ecosystems, recognizing them as the foundation of climate resilience and biodiversity conservation. Improving the functionality of innovative financing mechanism is essential. The United Nations Forum on Forests is committed to assist with its Global Forest Financial Facilitation Network mandate in devising such a strategy for global and regional financial architectures. Thirdly, data speaks louder than words. Comprehensive data and information related to these critical biomes are very important. Finally, as we look ahead to COP30 in Brazil, let us commit together to conserve, restore, and sustainably manage the globally important biomes of Central Africa for the benefit of the region, the planet, and the future generation. I thank you for your attention. Merci à tous. Je vais m'essayer une rapide traduction de ces propos introductifs en anglais. So I will translate what you said in French. The first part is that this pavilion for forest is a novelty because of because its place in the Global Development Goals pavilion. So that's a very symbolic and interesting thing. And it shows that the importance of forests is recognized through the development goals. More than 10 countries have registered for this pavilion, and she hopes that the pavilion in COP30 will show the implication of more countries and be even larger. There is an launching event tomorrow at 3 p.m. And there is also a high-level event on forest finance. I haven't noted the date and time. On the 21st of November. Yes. Okay. Okay. And maybe I can Maintenant, je peux passer au français pour traduire le discours que vous avez fait en anglais. Donc, elle a remercié tous les partenaires du FNUF et appelle les États d'Afrique centrale à mettre en œuvre des politiques de protection de la forêt plus ambitieuses et qui prennent en compte aussi les populations autochtones.
Elle appelle à plus de coopération entre le secteur public et le secteur privé et à réaligner les priorités de financement pour une meilleure préservation des forêts. Elle propose aussi pour cela une assistance du FNUF avec son expertise et elle souligne l'importance des données pour la préservation des forêts. Et enfin, elle rappelle le rôle central des forêts d'Afrique centrale dans l'atteinte des objectifs climatiques et environnementaux. Merci. J'aimerais désormais passer la parole. I would like to yield the floor now to Mrs. Jenny Bates from the FCDO. Thank you. Merci, thank you. Je vais parler en anglais parce que mon français est un peu rouillé. Good evening. I'd like to thank the organisers for inviting me to provide some remarks today. I've been invited to speak in the UK's role as holder of the CAFI presidency, though I would also like to make some broader remarks about donors' collective effort to support our partners in the Congo Basin to protect the region's forest and peatlands. When the UK hosted COP26, the Congo Basin was too often overlooked, despite it being the world's second largest tropical rainforest and one of the largest carbon sinks. And beyond the global significance of the region's forests and peatlands, they provide food, water and livelihoods to 80 million people who live in and around the region, as well as providing half of all rainfall across Africa. At COP26, the UK convened 11 other donors, many represented here, to join us in committing a landmark $1.5 billion to protect the Congo Basin forests and peatlands by 2025. I'm really delighted that the pledged donors have collectively met that $1.5 billion commitment, which is outlined in the latest annual report published on the Congo Basin Forest Partnership website. Of course, what really matters is that the funds that we've committed to the region, whether through bilateral programs or CAFI-supported projects, translate into tangible positive impact on the ground, bringing benefits to the people of the region, as well as protecting the forests and its biodiversity. Over 45 CAFI-supported projects have been implemented in its 6 partner countries. For example, in the Republic of Congo, CAFI has helped establish 560 hectares of fast-growing wood energy plantations in savannas to provide Brazzaville with sustainable charcoal. And in the DRC, CAFI has supported local communities to plan how to sustainably use 9.3 million hectares of land, has helped with the legal recognition of 600,000 hectares of community forestry concessions, and has helped reduce energy spending and dependency on charcoal for over 300,000 households. I'm also proud to see the UK's suite of new bilateral programming coming online, including the announcement by the Foreign Secretary this morning of a £9.1 million to support the Congo Basin Science Initiative as we double down on equitable partnerships with the region. But more can be done, and donors will continue to ensure our commitments follow through to support our partners in the region. We want a real partnership with all countries to ensure the Congo Basin region takes centre stage at COP30 in Brazil and beyond. A real partnership that will also consider mutual responsibilities to safeguard the forests, ensure commitments to halt and reverse deforestation and land degradation by 2030 are met. On our collective road to Belém, I am also pleased to announce that next March, the UK will convene partners from the Congo Basin and beyond to discuss our future commitments to the region at a high-level conference hosted at Wilton Park in the UK, as part of our preparations and ongoing conversation as we work towards that COP. Thank you very much for inviting us to speak today.
Je vais essayer donc de faire une petite traduction résumée de ce que Madame Jenny Bates vient de nous partager. Donc elle partageait le constat qu'à la COP26, jusqu'à la COP26, le bassin du Congo avait été trop souvent négligé, alors que 80 millions de personnes en dépendent directement. Et c'est donc pour cela qu'à la COP26, 12 donateurs se sont rassemblés pour se sont engagés à rassembler 1,5 milliard de dollars pour le Congo, pour le bassin du Congo. Et le dernier rapport qui a été publié sur le site montre que ces montants ont été atteints, donc ce dont nous pouvons tous nous réjouir. Au-delà du chiffre, elle note les effets remarquables de ces financements sur le terrain, et notamment à travers les 35 projets CAFI qui ont été menés dans 6 pays, qui permettent notamment une utilisation plus durable des sols, de préserver les forêts et de réduire la dépendance au charbon. Par ailleurs, le Royaume-Uni a annoncé ce matin un montant de 9,1 millions de livres britanniques pour l'initiative bilatérale scientifique que le pays mène au bassin du Congo, ce qui donc illustre les efforts du Royaume-Uni pour la préservation des forêts du bassin du Congo. Nous avons donc une responsabilité mutuelle pour la protection de ces écosystèmes. Et c'est pour cela que le Royaume-Uni nous invite tous à une réunion avant la COP30 afin de réfléchir ensemble à la forme que pourrait prendre un éventuel futur engagement financier à la COP30. Merci. Je souhaiterais désormais passer la parole à un représentant de la CEAC. Je ne sais pas s'il est présent, et s'il est présent, s'il pouvait se lever. Merci beaucoup. Pardon, vous êtes Monsieur Prosper Dodico ? Je vais me présenter. D'accord, c'est bon. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Ça passe ? Ok, merci. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Je suis Gervais Ludovic Itouamadou. Je coordonne le hub régional pour la transparence et l'action climatique pour les pays de l'Afrique centrale, qui est sous la commission de la CEAC. Et pour ceux qui le savent, je suis vice-président du GIEC, du groupe de travail numéro 3. Et je prends la parole ici au nom du docteur Honoré Tabouna, qui m'a chargé d'adresser un mot au nom de la commission de la CEAC, pour premièrement remercier l'ensemble des partenaires ici présents et qui ont bien pris l'initiative de penser encore au bassin du Congo. Et vous pouvez compter sur le soutien de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Beaucoup de choses se sont dites ici. On ne va pas revenir sur les aspects techniques puisque nous les connaissons tous. La grande question que la commission de la CEAC se pose est celle de savoir combien d'initiatives ont déjà été engagées en faveur du bassin du Congo. Où en sommes-nous avec l'ensemble de ces initiatives? Le bassin du Congo, vous vous imaginez, depuis le sommet de Yaoundé de 1999, avec la déclaration de Yaoundé, nos chefs d'État ont donné le temps. Il y a une commission qui a été mise en place pour les forêts d'Afrique centrale. Il y a un plan de convergence qui a été élaboré par les États. Où en sommes-nous avec la mise en œuvre de tous ces aspects, de tous ces instruments qui ont été mis en place dans le bassin du Congo? Dans le bassin du Congo aujourd'hui, vous pouvez voir une dynamique, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des populations autochtones, que ce soit dans le milieu scientifique, que ce soit dans le milieu des organisations de la société civile. Qu'est-ce qui ne va pas? Et la commission de la CEAC, elle peut s'asseoir avec les partenaires et aussi, comme j'ai vu la directrice exécutive du FNUF le rappeler ici, le bassin du Congo doit prendre le leadership sur ces questions et monter la voie à suivre. La commission de la CEAC est prête à collaborer avec l'ensemble des partenaires pour regarder vers la même direction. Une fois de plus, merci beaucoup pour ne pas anticiper sur les débats qui pourraient y avoir ici. Merci. So I will briefly translate what Javid just said. These CEAC, the
economic Commission of Central Africa is asking itself how many initiatives have already been carried out in Central Africa. Where are we at? So it's important for all of us to map all the initiatives that have been carried out and have some lesson learned about it. Because since the Yaoundé head of state meeting, since the convergence plan, it's hard to know where we're standing. He notices a lot of positive dynamics in Central Africa with the youngs and the indigenous people, but without advancing too much on the further discussions that we'll have during the panel, he is asking himself what's missing in Central Africa for all these initiatives to finally be a success. I've been informed that the COMIFAG is here and maybe would like to say some words. Would you please, Mr. From the Secret Executive, give us a few words before we start with the panel? Le secrétaire exécutif de la COMIFAG, s'il vous plaît, si possible de prendre la parole pendant quelques minutes avant que nous commencions le panel. Merci. Bonsoir à tous. Ça va? Vous m'entendez? Bonsoir à tous. Je prends la parole au nom de Son Excellence le ministre Prosper Dodiko, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage de la République de Burundi, qui est président en exercice de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Au dernier moment, il est dans un bilatéral, donc il m'a chargé de le représenter et pour prononcer son mot. Madame la directrice exécutive du secrétariat du Forum des Nations Unies pour les forêts, Monsieur le commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural de la communauté économique des États d'Afrique centrale, ici représentée, Madame la cofacilitatrice de la cofacilitation franco-gabonaise du PFBC, chers partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs distingués invités en vos rangs, grades et qualités, je voudrais adresser mes vifs remerciements à la cofacilitation franco-gabonaise du PFBC pour l'organisation de cet important événement parallèle à la COP29. Il s'agit d'un temps fort pour les pays d'Afrique centrale et de ses partenaires. Un temps d'échange des idées, de dialogue autour de comment mobiliser la région et la communauté internationale pour préserver les forêts et la biodiversité d'Afrique centrale. En ce qui concerne la région, les pays d'Afrique centrale ont consenti et continuent de consentir des efforts énormes au niveau financier et technique pour la préservation de ces forêts. Ceci est manifeste par des chiffres qui parlent d'eux-mêmes comparativement aux autres bassins forestiers, devenant le premier poumon tropical de la planète. Ce bien qu'étant le parent pauvre des financements climatiques et de la biodiversité. Nous sommes persuadés que la protection, la gestion durable et la restauration des forêts d'Afrique centrale sont essentielles pour atteindre l'objectif de 1,5 degré de la communauté internationale pour le climat dans le cadre de l'accord de Paris. La contribution de l'Afrique centrale est palpable. Ainsi, avec ses 301 millions d'hectares de forêt, absorbant environ 1,1 milliard de tonnes de carbone par an dans l'atmosphère, soit environ 4% des émissions mondiales chaque année.
l'Afrique centrale reste l'une des seules régions du monde à absorber plus de carbone qu'elle n'en émette. Pour un flux estimé à 600 millions de tonnes de carbone et possède un stock de carbone équivalent à 60 milliards de tonnes de carbone, dont 30 milliards de tonnes de carbone dans cette tourbière. À cet effet, l'action pour soutenir la protection du principal poumon du monde en termes de bilan carbone net positif dans les pays tropicaux, de cette tourbière et aussi des autres écosystèmes est essentiel aux efforts pour limiter le réchauffement climatique. C'est dans cette perspective que les pays d'Afrique centrale, très étroitement avec la contribution du partenariat PFBC, ont adopté en 2021 une déclaration d'engagement des États membres de la COMIFAC pour les forêts d'Afrique centrale et l'appel à un financement équitable, dénommé Fair Deal. Accord juste et équitable entre les pays d'Afrique centrale et la communauté internationale. Une alliance internationale pour accélérer la protection des forêts d'Afrique centrale. C'est ici l'occasion de remercier chaleureusement les 12 donateurs qui se sont engagés à travers une déclaration de réponse basée sur l'engagement pris par les partenaires techniques lors de la COP26 à Glasgow de soutenir la protection et la gestion durable des forêts du bassin du Congo avec un engagement financier commun de 1,5 milliard pour la période 2021-2025. Engagement pour le bassin du Congo ou Congo Basin Pledge 2021. Il s'agit d'un montant historique pour la sous-région Afrique centrale. Nous demandons aux coprésidents du Collège des donateurs du PFBC, le Royaume-Uni et les États-Unis, aussi bien que l'Allemagne, qui deviendra prochain coprésident du Collège des donateurs du PFBC, aux côtés du Royaume-Uni, d'adresser nos vifs remerciements à l'ensemble des donateurs de la déclaration de Glasgow. Nous souhaitons plein succès à l'Allemagne et au Royaume-Uni. L'année prochaine marquera la fin de ce pledge de Glasgow. Et c'est le moment maintenant d'échanger les idées, réfléchir, convenir de l'après 2025. À cet effet, les experts du groupe de travail COMIFAC sur la finance et du groupe de travail climat travaillent sur une feuille de route qui aiderait les pays d'Afrique centrale à contribuer dans le processus de négociation, d'échange avec ses partenaires réunis au sein du PFBC sur l'après Glasgow. Ce processus doit être transparent, ouvert et participatif. Des leçons apprises du pledge de Glasgow de 2021 à 2025, l'ensemble des enseignements tirés doivent être un guide dans les perspectives de post-2025. Nous exhortons la cofacilitation franco-gabonaise du PFBC, au-delà de ce présent dialogue, de poursuivre dans l'organisation du processus en facilitant les échanges, le dialogue entre les parties, mobilisant les gouvernements, tant du Nord comme du Sud, pour obtenir à la COP30 avec une proposition qui rehausserait l'ambition des parties pour la préservation des forêts d'Afrique centrale. La COMIFAC ne ménagera aucun effort à cet effet pour travailler très étroitement avec la cofacilitation du PFBC et du Collège des donateurs. Mesdames et messieurs, la COMIFAC reste déterminée pour la poursuite de la mise en œuvre de la déclaration d'engagement des États membres de la COMIFAC de Yaoundé en septembre 2021 en faveur des forêts d'Afrique centrale, et l'appel à un financement équitable, le Fair Deal, est très important pour nous. Je vous remercie. Merci à tous. Alors I will quickly summarize what's been just said in English, and I will maybe also take this opportunity in the meantime to invite all our panelists to please be seated in front of the stage.
and the panel will be moderated by our co-facilitator of the CBFP, Selina Granet-Catalano. Je remercie donc tous les panélistes de bien vouloir s'avancer vers le devant de la scène pour prendre part aux échanges, pendant que je résume en anglais donc, ce que Monsieur le secrétaire exécutif de la Comifac vient de nous partager. The executive secretary of the Comifac stressed the important efforts made by Central African countries for the preservation of forests, since they're essential to reach the goals set in Paris and in Montreal. 301 million hectare forest, that's the impressive number of forests present in Central Africa. Plus, it absorbs more carbon than it emits. In 2021, there was a declaration of Central African countries to accelerate the protection of forest. And he thanks the 12 donors of the first pledge and calls them to use the lesson learned from the first pledge in the thinking of a potential second pledge. And he wants it to be open and participative. Now it yields the floor to the panelists for exchanges, and thank you all for your attendance. Ouais, on peut commencer. Non. Ouais. Allô, allô. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc j'ai l'honneur en tant que nouvelle co-facilitatrice du partenariat des forêts du bassin du Congo de modérer ce panel. Sans plus tarder, puisque nous avons déjà eu des propos introductifs assez longs, je voudrais en fait profiter de ce panel pour recueillir un peu l'avis de nos différents panélistes, à commencer par le docteur Christian Rook, qui a eu l'honneur d'être un facilitateur avant mon prédécesseur, qui était Christophe Guilloux, et avant, donc juste avant, vous aviez la co-facilitation. L'Allemagne avait la co-facilitation du PFBC. Docteur Rook, j'aimerais que vous nous fassiez part de votre retour d'expérience sur cette co-facilitation, et en particulier, vous avez été là au moment du lancement du Congo Basin Pledge. Quelles leçons en tirez-vous? Comment ça s'est passé et quelles sont les recommandations que vous feriez à ceux qui vont avoir à piloter le nouveau Congo Basin Pledge, si on peut l'appeler comme ça, pour l'après COP 30? So I don't know if maybe I would try to summarize very quickly. I was asking Dr. Christian Rook, who was a former co-facilitator of the partnership for the basin, the Congo Basin Forest. What is the comment on dit, retour d'expérience, lessons learned from your co-facilitation, and especially with the launching of the Congo Basin Pledge, the first one, and what are your advice for the next period that will be open next year? So, Dr. Rook, please, the floor is yours. Thank you very much. Can you hear me? Okay. So, the lessons learned and my experiences in this time of the German facilitation would be really a long story. And it was a big adventure, but the essential was indeed a little bit the attempt to organize some kind of common vision for the Congo Basin. And this in a time, in a very crucial time, the time before the Glasgow conference. So we
could organize this common vision. And it was really a common vision because it was not a German idea or the work of a German facilitation. It was the work of the governments and countries of the Congo Basin. It was the work of the COMIFAC and the institutions of the COMIFAC, and especially it was the work of the civil society of the Congo Basin. It was the work of the science, organized in the partnership, and the private sector and the internationals and the multinationals, the whole family, and all the multi-stakeholders who are decisive for the future of the Congo Basin, with a little exception, regrettable China. But this common vision had a nickname. The nickname was Fair Deal, but it was the declaration of 2021, the declaration of the engagements of the Congo Basin countries and their expectations. And in this declaration, which was signed by all the Congo Basin countries, in this declaration, the core of this declaration was on the one hand the promise to preserve the Congo Basin and to organize a sustainability of development. Yeah? Not only protection but development, but in a sustainable way. Smart agriculture, smart mining, and so on. But on the other hand, there was also an expectation, and this expectation was towards the international community to give the fair share of the climate budget and the budget of the biodiversity to the tropical forests and to the Congo Basin. And we have heard that this incredible role of the tropical forests, but in de facto it is some kind of the stepchild of the international negotiations. I think the figures are very clear. Our scientists tell us that the role of the tropical forests is 25% of the whole work of climate mitigation and climate protection. 25%. But what do they get? They get 2 to 3% of the international climate budget, and what this deal told us was the expectation of a shift in paradigm. A shift in paradigm, and this is what that means, a fair share. The fair share of all these promised financement on the table of the negotiations, a fair share. This is around about this 25%, and this is why it's called a fair deal. And I was very grateful that in this summit in Libreville, President Macron took the same vision, the l'accord juste, with the same narrative. And this is also the same narrative in the Brazilian proposal for next year. It's the same narrative. A public good, an international public good, which is not paid correctly, will disappear. And this would be a disaster, and not only a disaster for the global world, also a disaster for Africa. It will be a disaster for Africa, also for security reasons. If you have no Congo Basin forest anymore, you will have no more rain in Ethiopia. This is a disaster for the Nile. And you will not have any more rains in Nigeria. And this is why we said in this fair deal belief, we need a shift in paradigm.
Of course, this is a long story, especially the question how to realize this deal. Yeah? But altogether, also my predecessors and also our French partners, our British partners, altogether, we have been working on the answers for details. Yeah? And this deal is feasible if you mix private and public money, if you create a business case for the private money. You need a business case, not only philanthropists, you need a business case. And this hardcore business case is not yet there because the negotiations, the international negotiations, did a little bit too much brain work. So it's too complicated what is on the table for now. So we have to change a little bit the international setting. We need the business case. We have also overcome some destructive rules in the European Union, by the way. And so I think we have found a lot of answers. And until the work is ongoing until now, and I think it's feasible, but it is another game. It is a shift of paradigm. Merci beaucoup, Dr. Rook. Je ne sais pas s'il y a besoin d'une traduction. Est-ce que tout le monde a pu suivre l'intervention du Dr. Rook? Oui, c'est bon. Donc, pas besoin de traduction. Je retiens donc de votre intervention deux choses. La nécessité de maintenir le sujet des forêts d'Afrique centrale en priorité, enfin au top de l'agenda international en matière de lutte contre le changement climatique, mais aussi de préservation de la biodiversité. Donc c'est très important que sur la route, sur la voie qui va nous emmener à Belém, on réussisse à garder ce sujet haut à l'agenda. Et pour cela, il faudra bien évidemment convaincre de l'efficacité des projets qui sont déployés et qui sont financés en Afrique centrale. Le deuxième point que je retiens de votre intervention, c'est le fait qu'on ne peut pas se contenter de dons ou de philanthropie. Il faut aussi qu'on essaye ensemble de réfléchir à des partenariats publics-privés qui soient peut-être plus dynamiques et plus actifs pour aller chercher aussi les financements privés. Ça, c'est un point qui est très important pour la France et qui est cher au président Macron, qui est on ne satisfera pas les besoins qui sont énormes avec simplement des financements publics, parce qu'il y a un moment où on atteindra une limite, et donc il faut vraiment que nous réussissions à engager les financeurs privés, le secteur privé et les philanthropies aussi, mais surtout le secteur privé. Et pour cela, on a besoin de les convaincre que leur investissement sera productif et intéressant et durable. Je ne veux pas trop poursuivre le commentaire. On a la chance d'avoir parmi nous des représentants des collèges du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Donc je vais sans plus attendre donner la parole à l'honorable Essola Etoa Louis-Roger au nom du collège de la société civile, pour nous faire part de vos suggestions, recommandations, réflexions sur la phase qui vient de s'écouler du premier Congo Basin Pledge et sur vos attentes peut-être pour la phase qui va s'ouvrir en 2025. Je vous en prie. Merci, Excellence, Madame la co-facilitatrice, pour le privilège singulier que vous donnez au Collège de la société civile d'être en mesure de s'exprimer sur ce panel. Et en plus et surtout de pouvoir, à l'occasion de cette COP, exprimer son sentiment pour ce qui est des résultats, oui, certains et probants, atteints par
l'engagement pris par nos partenaires pour soutenir les efforts de conservation, de préservation et de gestion durable des forêts du bassin du Congo, mais encore aussi et surtout de préparation de la COP de Belém. Qui dit préparation à la COP de Belém dit déjà de pouvoir ici et maintenant se réjouir de ce que dès l'ouverture de la COP d'Azerbaïdjan, la COP 29, une décision déjà est tombée. Et cette décision-là va justement dans le sens de mettre en exergue et en valeur les efforts faits par nos États en matière de séquestration de carbone en termes de la décision relative au point 6.4 sur les approches coopératives et les transferts de crédits carbone. Alors, si cette décision, longtemps négociée, a été actée dès la première journée de la COP, nous voulons croire qu'à Belém, il y aura encore de bons résultats. De bons résultats parce que nous voulons bien nous réjouir de ce que, en allant en Amazonie, les acteurs de la société civile sont toujours dans l'attente de pouvoir voir rétribuer efficacement, reconnu, oui, rétribuer maintenant et rétribuer efficacement les efforts écosystémiques, les services écosystémiques que l'Amazonie engrange avec la poussière du Beaudelet. Nous ne pouvons pas avoir un passage du Congo qui, à partir du Tchad, développe ce genre d'approche écosystémique et il n'y a rien en retour. Alors si cela peut être inscrit en bon ordre dans cet agenda, nous aurons la possibilité de nous assurer que autant l'enveloppe sera certainement élevée, autant elle sera multidirectionnelle. Et dans cette approche multidirectionnelle, nous voulons également nous réjouir de ce que, bien qu'à l'ouverture de la COP hier, nous avons eu un agenda négocié difficilement, puis adopté tardivement, au moins dans cet agenda, il y a eu de ce que l'ordre du jour adopté prévoit qu'il y ait des consultations au sujet des besoins de circonstances et particuliers de l'Afrique. Alors, comment est-ce que nous préparons ces consultations? La société civile a l'oreille attentive dirigée autant vers nos négociateurs pays, mais encore aussi et surtout autant vers ceux qui facilitent ces négociations, que sont certains observateurs très avertis qui accompagnent la gestion durable des écosystèmes dans le bassin du Congo. Et donc, si tant il est que ces consultations seront engagées ici, il est possible qu'à Belém, on ait des résultats que nous aurons à fêter. Il faut donc déjà préparer la participation des acteurs de la société civile et des parties prenantes du bassin du Congo à la mise en œuvre de ces consultations et de leur participation totale. Alors, nous nous sommes également réjouis de ce que dans les effets d'annonce, il a été annoncé dès ce matin cette enveloppe du Royaume-Uni qui, autant elle va vers le bassin du Congo, mais autant aussi elle semble totalement dirigée sur la science. Alors, autant elle est dirigée sur la science, autant nous devons dire que les acteurs de la société civile ne sont pas seulement ceux qui font de l'accompagnement pour l'accompagnement, il y a aussi des scientifiques parmi ces acteurs. Et donc, dans la mise en œuvre de tout ce qui sera fait pour l'utilisation de cette enveloppe, il faut bien qu'il y ait une part réelle qui est réservée à la société civile. Et même parmi les communautés autochtones et les communautés locales, il y en a qui sont détenteurs des savoirs traditionnels qui jusqu'à date ont continué à œuvrer pour la préservation et la protection de nos écosystèmes forestiers. Et donc eux aussi, ils doivent être pris en compte dans cette enveloppe. Et lorsque les scientifiques, à leur niveau, auront à cœur de pouvoir enacter l'utilisation de l'enveloppe, nous voudrons bien qu'ils puissent nous faire une science des résultats pour des indicateurs qui donnent suffisamment des alertes. Car aujourd'hui, l'action pour la science, par la science et avec la science, doit d'abord être celle qui adresse les questions de early warning, early action. Sinon,
on ne saura pas où engager les actions d'adaptation, on ne saura pas qu'est-ce qu'on a suffisamment fait en matière d'atténuation. Et donc, les résultats qui doivent nous conforter à aller vers des efforts pour des actions transformationnelles vont rester des actions qui vont à volo. Donc nous voulons une science qui renseigne suffisamment en termes d'alerte pour l'utilisation des ressources, pour la préservation de la biodiversité, telles que toutes deux vont ensemble pour l'action sur le climat, vers les efforts que le bassin du Congo met en œuvre pour se retrouver au top level par rapport à l'Amazonie. Nous allons à Belém, qui est l'Amazonie, qui voudra aussi démontrer qu'elle reste toujours l'Amazonie. Mais nous devons y aller tel que nous montrons que c'est bien nous qui sommes les premiers maintenant. Alors, les conclusions de ces scientifiques pourront mieux nous appeler à l'urgence et à mieux relever le niveau d'ambition tel qu'il est attendu par rapport au bilan mondial qui fait l'objet des négociations aujourd'hui. Et les acteurs de la société civile pourront aussi mieux jouer leur rôle, qui est celui de préserver, de protéger et de restaurer. Et dans cette triple dynamique, protéger, préserver, restaurer, nous avons également à cœur de voir qu'est-ce que la forêt que nous avons protégée, préservée et restaurée apporte comme amélioration des conditions de vie des populations vivant dans et au cœur et autour des forêts. Et quand nous aurons dit cela, nous comprendrons mieux que des approches de résilience sont bâties pour ces populations-là, résilience climatique, et que des efforts sont aussi mis en œuvre pour que ces populations, ces communautés comprennent mieux qu'est-ce qui est attendu d'elles. Comprendre, c'est quoi? C'est tout ce que nous protégeons et que nous restaurons, que nous aimons. Et c'est ce que nous aimons que nous comprenons mieux. Et quand nous avons mieux compris, nous allons mieux nous engager. Et quand nous nous sommes engagés, nous allons atteindre les résultats globaux mondiaux qui sont d'abord des résultats nationaux, qui sont d'abord des résultats locaux, qui sont des résultats au bénéfice de ces populations. Donc quand j'aurai dit cela, je comprendrai qu'ensemble, comme on dit souvent au Cameroun, au moment où on se sépare, on dit on est ensemble, mais pour aller comme les anglo-saxons, on dira together we are towards tomorrow. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage de la société civile. Il y a plein de choses à retenir dans ce que vous nous avez dit. Entre autres, donc je retiens le rôle de la science qui est très important et le lien qui doit être fait avec nos efforts au niveau international, mais aussi au niveau local, pour bien guider en fait l'action locale. Et je retiens aussi l'importance que donc qu'on s'efforce tous collectivement de garder l'Afrique et le rôle de l'Afrique et les forêts d'Afrique centrale haut à l'agenda, comme je l'ai déjà dit en ouverture, et en particulier à Belém, où nous serons au cœur de l'Amazonie. Il faut rappeler tout le rôle que la forêt africaine peut jouer. Je crois que nous avons la chance d'avoir en ligne la représentante du collège du secteur privé du PFBC, donc Madame Françoise Van de Ven, présidente de l'Association technique internationale du bois tropical. Donc je ne sais pas si la connexion est établie. Vous pouvez essayer de vérifier, Romain, voilà. Voilà. Est-ce qu'elle est en ligne? Si elle est en ligne, on va donner la parole à Madame Françoise Van de Ven. Je vous en prie, la parole est à vous. Merci beaucoup de me donner la parole. Je suis encore un peu loin, mais je vais vous rejoindre à partir de samedi. Donc, je serai aussi à Bakou. L'ATBT, comme toujours, on est un acteur qui est devenu incontournable sur la gestion durable du commerce légal et des thématiques de réforestation, de formation, de standards, de normalisation. Je peux vous citer beaucoup d'activités que nous faisons. Nous avons 167 membres et ils sont basés dans 28 pays, avec évidemment un très grand accent sur les pays du bassin du Congo, où nous avons des membres
la majorité de nos membres producteurs, je dirais. Et surtout aussi, nous avons quelques pays qui sont aussi membres de la TIBT et qui ont une place au conseil d'administration de la TIBT. Les axes stratégiques principaux de la TIBT restent depuis longtemps les mêmes, c'est-à-dire la gestion durable et certifiée, qui est au cœur de nos missions, et principalement donc au travers de l'encouragement à la certification de gestion durable, donc FSC ou PEFC. Nous avons aussi, dans le cadre de la décision qui a été prise par les pays CEMAC, la transformation plus poussée, qui est, à notre avis, très important pour plusieurs effets. D'abord pour créer de l'emploi et créer une valeur ajoutée dans les pays, et aussi la possibilité d'exploiter ou d'examiner l'exploitation des essences qui sont moins connues, mais qui peuvent, s'ils sont transformés dans les pays mêmes, être d'intérêt sur le marché. Il y a aussi un aspect, donc la formation évidemment, parce qu'on sait qu'au niveau des pays, on manque du personnel qualifié. Donc pour l'instant, il y a un vaste projet qui est en cours déjà depuis 2-3 ans, il me semble, c'est la DEFAC. Donc, c'est la formation de formateurs et qui aurait encore une année de prolongation et qui a juste, ça c'est à titre d'information, la Guinée équatoriale est aussi intéressée à pouvoir avoir ce programme chez eux. Alors, ce programme, si vous avez un personnel qui est bien qualifié, vous allez avoir un meilleur rendement au mètre cube grume, et déjà rien que ça a déjà un impact au niveau de la préservation de la forêt. Parce que qu'est-ce qui compte, c'est le produit que vous allez livrer. Il doit être de 10 tables ou de 5 châssis de fenêtres. Et c'est le nombre de mètres cubes grumes que vous allez utiliser pour les fabriquer. Donc, au mieux que vous êtes outillé, au moins que vous allez gaspiller aussi du bois et avoir un meilleur rendement et contribuer aussi considérablement à améliorer la forêt et à la gestion forestière. Les études ont démontré que les superficies certifiées sont une vraie garantie pour la préservation de la faune. Tout récemment, WWF, avec une étude de M. Yuri Svers, a fait un grand tour pour aller raconter partout les expériences qu'il y a eu. Et donc, c'est clair que la certification contribue fortement à la pérennisation des forêts pour les générations futures. Parce que la forêt doit avoir une valeur. L'honorable Sola l'a dit aussi, évidemment, chacun voit sa valeur et son point d'intervention. Ce que nous constatons depuis longtemps déjà, que dans beaucoup de discussions, quand il s'agit de climat et autres, le secteur privé est souvent laissé de côté. Parce que nous sommes peut-être les mauvais, on a la mauvaise réputation, mais nous ne sommes pas tous mauvais. Et on aimerait bien contribuer et faire notre part des choses. Bien que des entreprises qui sont certifiées, ils répondent à 12 des 17 objectifs de développement durable. Ils apportent leur pierre à ça. Et comme l'a dit le docteur Ruc, nous avons souvent été écartés de loin, là je parle plutôt des pays, quand vous voyez les chiffres qu'il a donnés, 25% du rôle et 3% du budget, c'est clair qu'on a un problème et un vrai souci au niveau de l'Afrique. J'aimerais bien, avec tout l'amour que je porte pour l'Afrique, parce que j'ai vécu 25 ans là-bas, que ça puisse un jour quand même aboutir, que toutes les parties prenantes sont à table. Et quand je dis toutes les parties prenantes, c'est effectivement aussi la société civile, les chercheurs, les pays qui importent, les pays qui produisent, mais aussi le secteur privé. Et quel meilleur résultat pouvez-vous avoir que le secteur privé d'un pays parle à un secteur privé d'un autre pays? Parce qu'on parle la même langue et on se comprend. Mais quand on est écarté du processus, c'est très difficile. Donc voilà un peu ce que je souhaiterais faire dans le futur, c'est de pouvoir quand même être tous ensemble. Nous allons signer bientôt encore une convention avec Comifac et on a porté beaucoup aussi dans le projet l'attention sur tout ce qui concerne le climat, la biodiversité. Et on espère également pouvoir signer aussi une convention avec la CEAC, justement pour y arriver à ce qu'on soit tous à table et que chacun porte sa contribution à cette destin de la forêt. Voilà mon mot que je voulais dire. Merci beaucoup.
Un grand merci, Madame Van de Ven. C'est très précieux d'avoir votre regard complémentaire et nous partageons absolument ce besoin et cette nécessité que tous les acteurs tirent dans le même sens, avec des intérêts peut-être différents, mais au bénéfice de tous. Je me tourne vers notre dernier panéliste, donc, qui a déjà pris la parole en introduction. Monsieur le secrétaire exécutif de la Comifac, est-ce que vous souhaitez reprendre la parole pour compléter peut-être un peu soit le bilan de la première phase du Congo Basin Pledge, mais peut-être aussi pour nous tourner vers l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble dans l'année qui vient pour mieux nous préparer à la COP 30 et d'essayer de faire valoir les intérêts de la forêt africaine à la COP 30. Je vous en prie. Merci, Excellence, Madame l'ambassadrice. Des deux questions, je me pencherai plutôt vers l'avenir. Parce que nous avons constaté que depuis des années, les négociations pour les finances climatiques n'ont pas apporté grand-chose à l'Afrique centrale. Nous avons été très enchantés avec l'annonce de Glasgow, où on a senti une mobilisation des donateurs autour de la question, de la problématique de mobilisation de fonds. Et je remercie le docteur Christian Roux pour son effort dans l'accompagnement de cette déclaration de faire deal. Nous avons l'année prochaine, Belém. Vous allez constater que cette année, la Comifac n'a pas eu de pavillon ici à Azerbaïdjan. C'est à dessein. Et nous préférons que les États du bassin du Congo puissent se mobiliser franchement pour Belém. Je donne juste le petit exemple pour l'organisation de ce side event. Il y a un coût derrière. Le pavillon, la mobilisation de toute la logistique. Et ce n'est pas facile. Si nous voulons un agenda serré pour préparer Belém, nous devons commencer aujourd'hui avec la décision qui a été prise d'avoir des consultations régulières et serrées entre tous les intervenants au niveau de la sous-région. La CEAC, la Comifac, SICOS, le PFBC, CAFI et tous ceux qui interviennent au niveau de la sous-région. Nous devons nous concerter avec un agenda bien serré et nous devons suivre en temps réel, comme on l'a dit à Kinshasa, comment est-ce que nous devons préparer Belém. Parce que pour nous sommes une grosse machine, nous avons l'expérience d'accompagner les États pour les négociations. Mais il se trouve que ce que mobilise la Comifac n'est pas assez pour préparer les consultations pour Belém comme on veut par rapport aux résultats qu'on veut avoir. Pour ma petite expérience, j'ai commencé à accompagner les négociateurs depuis 2012 dans le cadre d'un projet fédérateur et c'est là où nous avons rassemblé toutes les parties prenantes, la société civile, tout le monde s'est retrouvé dans le groupe de travail des négociateurs d'Afrique centrale. Mais il y a eu une déperdition à un moment donné. Et donc nous allons aussi demander que du côté des États, qu'il puisse y avoir une mobilisation conséquente. Lorsqu'on parle de mobilisation de l'extérieur, mais au niveau local, il faut qu'on commence d'abord. Et je crois que Mme Van de Ven l'a souligné, que le secteur privé est mis de côté tout le temps. Donc maintenant, nous devons revoir notre manière d'organiser nos réunions de consultation avec toutes les parties prenantes et dans un agenda serré, partagé avec tout le monde pour qu'on se rende compte que vraiment on avance bien par rapport à la préparation de Belém. Je pense que je ne reviendrai pas sur la mobilisation de Glasgow parce que ça a eu son effet avec les promesses qu'il y a eu, avec le financement qu'il y a eu, qui va se faire en 2025. Maintenant, il faut qu'on se tourne vers l'horizon, qu'on essaie de voir comment préparer Belém. Quel autre visage nous pouvons donner? Comment est-ce que les États peuvent se mobiliser en dehors de l'appui des partenaires? Comment est-ce que les États mobilisent des financements intérieurs nationaux pour contribuer à cette démarche que nous voulons constructive pour Belém? Je m'arrête à ce niveau. Merci. Merci, monsieur le secrétaire exécutif.
Je me tourne juste vers l'auditoire. Est-ce qu'il y aurait des questions par hasard ou est-ce que nous pouvons conclure ce panel Oui. Alors, vous voulez reprendre la parole ? Merci beaucoup, Madame la co-facilitatrice, de me passer la parole. Je voulais rebondir un peu sur ce que le représentant du président de la Comifac vient de dire par rapport à comment on se prépare pour Belém. Il a dit, ce pavillon que vous voyez, ça a des coûts. Nous avons un certain nombre de pays qui ont donné des contributions financières pour qu'aujourd'hui, on puisse lancer dès demain le pavillon sur les forêts. C'est à peu près 500 000 $, y compris la Grande-Bretagne aussi. La Grande-Bretagne, le Canada, le Japon, la Chine. Et c'est vers la fin que l'Allemagne a dit, écoutez, on sera avec vous pour la conférence de Belém, la conférence au Brésil. Donc, ça ne sert à rien de nous éparpiller. Préparez-vous la Comifac, vous aurez un pavillon digne de ce nom où vous pourrez faire des activités que vous voulez. Préparez-vous à participer pour rendre ce pavillon le plus important. Le Brésil aussi fait partie, bien qu'ils aient aussi leur pavillon, ils participent à tout. Donc je vous invite vraiment à mobiliser vraiment les partenaires, les membres du Congo du Bassin pour qu'on fasse vraiment un pavillon aussi fort. Pour terminer, je voudrais parler à Madame Van der Wem, qui a même participé à la journée internationale des forêts, si je me trompe pas, pour dire qu'on a bien reçu votre message de faire asseoir toutes les parties prenantes autour d'une table, parce que généralement, tout le monde parle d'engagement du secteur privé. Tout le monde a toujours l'impression que le secteur privé ne participe pas, surtout dans le domaine des forêts, ce que je dis qui est faux. Il est temps vraiment que toutes les parties prenantes s'assiedent autour d'une même table, y compris la société civile, pour discuter vraiment de qu'est-ce qui retient, qu'est-ce qui ne va pas, comment on pourrait vraiment conforter le secteur privé. C'est clair aujourd'hui que le secteur public à lui seul ne peut pas résoudre les questions de forêt. Donc, on restera en contact avec vous. Je reviens de la Corée où vraiment des choses se font avec le secteur privé et ils veulent vraiment faire quelque chose en grandeur et nature dans 2 ans au plus tard, et ils nous ont contactés pour ça. On pourra travailler ensemble pour que le secteur privé puisse vraiment faire ça. Donc, je suis ravie de vous entendre dire ça. Donc, nous aussi, en tant que co-facilitation, on va essayer de faciliter ces contacts entre les différents partenaires. Et voilà, on va essayer de réfléchir à la meilleure manière de se faire. Sur les questions relatives au pavillon, ce que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, c'est très important que les différents participants puissent s'exprimer, rendre visible ce qui est fait au niveau des forêts en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la France soutient l'organisation d'un pavillon à la COP16 désertification qui aura lieu en Arabie Saoudite, à essayer de faciliter l'organisation de ce pavillon pour la Comifac en particulier. Alors ce que je tiens à dire, c'est que nous soutenons votre pavillon. Nous n'aurons pas, nous, à titre national français, nous n'aurons pas de pavillon à la COP désertification, mais donc c'est d'autant plus important que nous ayons pu soutenir votre pavillon. Je voudrais donner la parole à Madame, alors j'ai oublié votre nom, la représentante, la future présidente du Collège des bailleurs, donc du BMW, voilà, du ministère allemand de la coopération. Je vous en prie. Merci beaucoup. Thank you very much for this excellent event and for the real partnership that was here on the panel and today. And I'm speaking on behalf of BMZ. I'm the Director for Climate, Energy and Environment. And we are happy to be an important part of this partnership of Comifac, CAFI and the different initiatives. And just
highlighting a couple of points. We are in there for the road to Belém. I also hear the question of the pavilion. I take it back home. I don't have an answer to this, but I fully understand what you have been expressing. I think the experience so far in this partnership and the fair deal was that it is a partnership, that we have open discussions and exchange views on what is our ambition. Ambition on the financing side, ambition also on the policy and implementation side in the forest for the people. And I think moving ahead, looking at Belém, I think we should take this lesson also, that it takes strong ownership by the forest countries, and it takes also ambition by partners to come to a fair deal 2.0. And when I look at Belém, I think an important task for all of us is to see what has changed also since 21, in the sense that now there's a proposal for the Tropical Forest Forever facility from Brazil. There we had the Global Biodiversity Framework in Montreal. We had in Cali only recently the decision on the Digital Sequencing Information Cali Fund, that will also provide financing 50% for indigenous people and local communities that you have been speaking about. So we have a couple of developments that call for ownership, for ambition, for participation of private sector and indigenous peoples and local communities as well. And I think we need to build our ambition for a new deal around these cornerstones. Thank you. Merci beaucoup, docteur, pour ce commentaire. Alors, on nous approchons de l'heure prévue pour la fin de notre événement. Je voudrais, avant de passer la parole en clôture à la CEAC, je voudrais donner l'opportunité à la représentante de la London School of Economics de nous dire quelques mots sur la façon dont la London School... Yeah, you can go to the floor, maybe. And you will have a few minutes to tell us a few words about your works and your experience, your expertise. I'm happy to have the floor. I'm working for the London School of Economics and Political Science, but at the Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. I just wanted to share a work we are currently doing on Congo Basin. Our economists, they are developing the natural capital. We know that these numbers are missing for the Congo Basin countries, and we are hosting a side event this Thursday at 3 p.m. at the Pavilion of the Republic of Congo, where we will be sharing initial numbers, but the final numbers will be published next year around April, I think so. And at the same time, we are publishing this year around February, next year in February, a policy brief on the gap between the natural capital of the Congo Basin forest and what the countries are earning from their forestry activities. I mean, the objective is to show that the forest should be kept intact, and encouraging donors to be supporting the developing, the conservation efforts of Congo Basin countries. So this is what we are working on, and we are also prospecting to publish another brief on a wording shifting, because we feel like when the countries are asking for compensation, it's a bit putting the discussion in a blame paradigm. And we feel like the country should be asking for investment, because when a donor is investing, it's a win-win partnership. You are investing because you are winning something. And when you are asking for compensation, you are like, you did something wrong, you have to pay for it. We are also planning another policy brief next year before Belém to kind of call for the shift of paradigm, be asking for an investment rather than compensation. I mean, this is what we wanted to announce at this event, and inviting all of you to join our event on Thursday, because we'll be publishing these numbers. And I think the Congo Basin countries are looking forward to have these numbers, to support their international negotiation on their natural capital. I think, this is what we had to share with you guys today. Thank you for giving me the floor. Thank you.
Thank you very much for that. And unfortunately, I will be left, but my colleague will try to attend your event. Okay, great. We need data, we need facts, and it's very important also to base our action on that. With those few words, je voudrais donc remercier tous nos panélistes. Merci beaucoup pour votre contribution. Pour moi, j'ai pris mes fonctions assez récemment. C'est une bonne entrée en matière aujourd'hui de vous avoir entendus tous les uns les autres, les différents collèges que vous représentez. Et je crois qu'il y a encore du travail pour la co-facilitation et nous allons nous y employer. Je crois pouvoir parler aussi au nom de ma collègue gabonaise, l'ambassadrice Kumba. Nous allons réfléchir à la meilleure façon de préparer Belém et de stimuler ces échanges entre nous pour que nous soyons bien coordonnés et unis dans ce plaidoyer en faveur des forêts d'Afrique centrale. Pour conclure notre événement, s'il en est d'accord, I would like to give the floor to the representative of the CEAC, if you want to join us on the podium, just to deliver, to say a few words to conclude our events. That will be a real pleasure if you can address us with a few words. Thank you very much. Merci, Madame la co-facilitatrice, notre modératrice de cette session. Je pense que les échanges nous ont permis effectivement de nous mirer, de comprendre la volonté des uns et des autres de pouvoir aller de l'avant et de mettre en orbite l'intérêt d'appui conséquent pour les forêts du bassin du Congo. J'ai bien noté que la directrice exécutive du FNUF nous a garanti que nous aurons un pavillon à Belém et nous en ferons large écho. Le secrétaire exécutif de la Comifa qui est avec nous. Donc ça doit être un souci de lever. J'ai bien retenu également, c'est vraiment une diplomate, notre co-facilitatrice. Elle a dit oui, les financements publics à bientôt vont partir. Nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts pour pouvoir nous tourner et mobiliser de plus en plus de financements publics, privés, je veux dire. C'est bien cette réalité qui est devant nous. Je voulais vous partager une expérience. Nous étions, pendant qu'on préparait la COP de Paris, il y avait une réunion du PFBC à Yaoundé, c'était un juin comme ça, 2015, et on venait juste de Bonn pour les négociations. Et pendant que nous étions en salle, nous avons eu les États-Unis qui contraient tout ce que les bassins du Congo disaient. Ils n'étaient pas d'accord. Et arrivé à Yaoundé, on les a vus dans la salle. On était surpris, on dit mais aux négociations là-bas, ils sont les premiers à contrer tout ce que nous avançons comme idée. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans le bassin du Congo? Et nous avons engagé une discussion. Je peux vous rassurer que jusqu'à Paris, les États-Unis ont beaucoup contribué pour que nous ayons l'article 5 que nous avons eu dans l'accord de Paris. Et au niveau du continent africain, je peux vous avouer qu'à un moment, les questions des forêts ont été délaissées. Le groupe africain des négociateurs n'a pas soutenu le bassin du Congo dans la négociation de l'article 5. Mais on a vu les États-Unis, donc les partenaires du PFBC, s'engager avec les amis de l'Amérique latine pour pouvoir obtenir cet accord, cet article 5 que nous avons eu. Donc je pense qu'il est, nous estimons qu'il est important de se regarder, de voir là où ça bloque pour pouvoir regarder enfin ensemble vers la même direction. Si ce diagnostic n'est pas fait, nous allons naviguer, on va lancer des initiatives qui se retrouveront dans la même situation que tout ce que nous avons connu avant. Une fois de plus, grand merci. Vous pouvez donc compter sur la volonté politique des pays du bassin du Congo pour pouvoir poursuivre ces efforts et en fait lever ces boucliers. Le représentant de la société civile venait de dire tout à l'heure
la décision qu'il y a eu sur l'article 4. On veut reconnaître le removals, mais on dit encore un programme de travail. À Paris, pour ceux qui suivent, nous avons réussi à négocier. Nous avons eu une décision sur les avantages non liés au carbone à la COP de Paris en matière de RED. Mais il y avait un travail à faire, rien n'a été fait. Aujourd'hui, les discussions sont revenues. On reconnaît l'importance des solutions basées sur la nature. Sous la Convention climat, nous sommes en train de travailler sur les indicateurs de l'adaptation. Les écosystèmes sont pris en compte. Qu'est-ce qui se fait en Afrique centrale pour qu'enfin on puisse apporter cette fragilité des écosystèmes dans les discussions pour que ce soit pris en compte? Je pense que le chantier est important. Je suis très flatté d'apprendre que les Royaumes-Unis viennent de faire des annonces pour accompagner la communauté scientifique du bassin du Congo. Et nous espérons pouvoir travailler ensemble pour enfin adresser ces questions. Une fois de plus, merci. Nous sommes debout pour Belém. Nous serons, on m'a dit que c'est une zone forestière, donc nous avons l'opportunité d'enjoy la forêt tropicale de l'autre côté. Merci beaucoup. Bon, un grand merci à vous pour ces mots de conclusion. Je vous rassure, je n'ai pas dit que les financements publics allaient se tarir. Mais on est dans un contexte global qui est difficile, avec des crises économiques un peu partout dans le monde. Et je crois pouvoir dire que c'est une priorité aussi pour le président de la République française que de réfléchir aux meilleurs moyens de lever de plus en plus de fonds et de ne pas uniquement compter sur les fonds publics qui sont très importants et qui ont un effet de levier bien souvent sur les fonds privés ou les philanthropies. Mais je crois que nous devons réfléchir à la meilleure articulation pour embarquer avec nous dans le cadre de partenariats publics-privés et pour collectivement atteindre nos objectifs. C'est ça que je voulais dire. Nous devons élargir la base des contributeurs parce qu'on ne pourra pas satisfaire tous les besoins qui s'expriment partout dans le monde, et en particulier en matière de préservation, de protection ou de restauration des forêts, si on n'a pas tout le monde à bord. Voilà, je vous remercie encore infiniment tous pour votre participation. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir prochainement dans le cadre de nos travaux au sein du PFBC, avec la Comifac, avec la CEAC. En tout cas, nous allons nous essayer d'élaborer un calendrier de discussion qui nous permettra d'arriver bien organisé et en ordre de bataille à Belém. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui et à très bientôt. En ordre de bataille dans le pavillon forêt sous le secrétariat du Forum des Nations Unies pour les forêts.